Bonsoir, De Luca. Bonsoir. Alors, il faut bien commencer par un bout, par quelque chose. Donc, on va commencer, si vous en êtes d'accord, par ce livre, Diable gardien, où vous entremêlez en quelque sorte vos textes à des dessins signés Alessandro Mendini. Peut-être on pourrait dire qui est Mendini, puisque apparemment c'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup et que vous avez connu. Que je sache, c'était un grand architecte. Il est plus là, il est mort. Mais il était un grand architecte et un grand dessineur. Et il dessinait des objets, non? Et une phrase de lui disait je traite les objets comme des êtres humains, je les fais sourire. Ces objets avaient un côté comico-sympathique. Et on s'est rencontrés parce qu'on a voulu nous faire rencontrer. Et on s'est vu à une table un soir. Et nous avions rien en commun. Parce qu'il était un grand architecte. Et la seule chose que j'avais en commun avec le grand architecte, c'était que j'ai fait le métier de maçon. Donc, on a fréquenté les chantiers, pour dire comme ça. Et alors, c'est seulement par politesse qu'au bon moment, j'ai demandé, mais qu'est-ce que vous faites en ce moment? Et il, au lieu de dire, je participe à des monstres, à des manifestations, je suis invité par là, par ici, je fais un bâtiment là ou là, dans ce moment, je fais des dessins de monstres. Ah, dessin de monstres, ça peut m'intéresser. Quel monstre? Et il est parti, cette couverture, non? Cette couverture, il a recopié, a recalqué les dessins d'un monstre fait par un garçon, un jeune garçon dyslexique. Le garçon dyslexique dessinait des monstres pour les regarder en face. Et c'est ça. C'est ça qu'on a... Alors je me suis dit, mais si vous m'envoyez un dessin de vos monstres, je vais voir si je peux réagir avec une page, une écriture. Et c'est passé comme ça. Et quel a été le premier dessin qui vous a envoyé? C'est celui-là ou c'en est un autre? Le premier dessin regarde, est en ordre regarde c'est quelque... Parce que mon premier monstre était le tremblement de terre. Si, c'était ça, une espèce de village craqué. Comme ça. Et donc j'ai réagi avec la réaction d'un tremblement de terre. Nous, je suis d'un pays qui tremble régulièrement. Mais nous faisons semblant que c'est une chose extraordinaire. Non, on dit que c'est une émergence, le tremblement de terre. Pour la vérité, c'est la régularité. C'est régulièrement comme ça. On tremble régulièrement. Nous sommes secoués du bas continuellement. Et Naples s'est défendu du tremblement de terre avec le touffe, ce matériel volcanique qui est ami du tremblement de terre, parce que c'est un matériel volcanique qui devient des éruptions, parce que Naples a eu aussi la possibilité de choisir l'endroit et se mettre même sous un volcan catastrophique. Parce que le tremblement de terre, c'était trop commun au reste des endroits autour. Alors, il fallait préciser l'identité du lieu, et donc le volcan, le Vésuve, était précis pour ça. Donc, le touffe est un matériel qui vient du sous-sol et a été extrait depuis l'époque des Grecs. Ils ont creusé des grands trous pour extraire le touffe avec lequel on a bâti la ville. Les maisons étaient faites en touffe. Et le touffe a permis de rendre les maisons moins sismiques. Et en plus, le grand vide qui s'est produit en bas de Naples, au-dessous de Naples,
fait affaiblir les tremblements de terre. Naples est une ville plantée sur le vide. Régulièrement, il y a des trous qui s'ouvrent dans la ville. Et là tombent les personnes, maisons, dans ces trous immenses qui sont en bas de Naples. Donc, le tremblement de terre a bâti notre ville, notre résistance au tremblement de terre et notre système nerveux. Le système nerveux napolitain est un système nerveux qui réagit très vite aux sollicitations. Nous sommes prêts à laisser tout, évacuer les maisons en peu de temps. Une question de minutes. Par contre, les éruptions ont fait réagir les Napolitains d'une manière différente. Notre ange gardien, notre saint protecteur, non? Saint Janvier, San Gennaro. Saint Janvier est un spécialiste d'éruptions. Un volcanologue parmi les saints. Parce que quand il y avait une éruption, le peuple napolitain, au lieu de s'enfuir comme font tous les peuples sous un volcan, faisait une manifestation, organisait une manifestation directement vers la lave qui avançait. Et avant, soit on mettait la statue de Saint Janvier. C'était un volcanologue. Saint Janvier, le moment où arrivait sur le front de la lave s'arrêtait. C'est comme ça. Et donc, le Napolitain s'est organisé, c'est bien organisé contre la géographie où il s'est allé se mettre. Mais là, il se trouve que, j'en reviens au titre du livre, ce ne sont pas des anges gardiens, ces monstres, ce sont des diables gardiens. Si, mais il y a une différence de travail entre les anges gardiens et les diables gardiens. Les anges gardiens, parfois, sont absents, se distraient, ne sont pas là au moment où ils servent exactement leur intervention, leur protection. Par contre, les diables gardiens sont toujours là. C'est comme ils font le tour de nuit, ils sont toujours là. Ils ne manquent jamais d'être présents. Donc, alors, on a commencé à les dessiner et à les écrire. J'ai commencé avec le tremblement de terre. Sauf que le dessin, là je voudrais vous citer, vous dites dans la préface du livre, vous écrivez l'image à la priorité et vous écrivez « Je suis sous la suggestion des lignes de son encre ». C'est-à-dire qu'en fait, vous vous êtes en quelque sorte soumis au dessin par votre texte. Si, complètement. Bah, c'est pas toujours évident pour un écrivain. C'est une espèce d'alliance que s'est produite. Moi, j'imagine toujours qu'il y a une compétition entre l'image et l'écriture. J'imagine qu'il y a une compétition. L'image veut être la plus forte et veut réduire l'écriture à une légende, à une... L'image, elle s'impose plus vite, évidemment. S'impose, oui. Et par contre, l'écriture veut que l'image soit une illustration. Alors ils font cette compétition. Mais ici, il n'y a pas de compétition. Ici, il a la priorité, l'image, et après, mes réactions qui peut-être n'ont rien à voir avec l'image. Mais ma réaction était immédiate. C'était comme si quelqu'un, comme on dit dans la psychanalyse, non? Il te propose un nom et on répond tout de suite quelque chose à côté. Pour moi, c'était comme ça. Je voyais son image et tout de suite, j'écrivais ma réaction. Mais ça, donc vous n'avez quasiment pas corrigé après, vous n'avez pas relu en réécrivant les choses.
relu. Non, non. Quand je fais des choses comme les livres, non? Ah oui, accessoires, oui, comme Cette les livres, chose-là. disons. Alors, avant de consigner la page au destinataire, Ouais. je la réécris. Je ne la relis pas. Je la D'accord. réécris. Vous réécrivez. Parce que comme ça, je vais plus doucement sur les mots. Et comme ça, je m'aperçois aussi s'il me plaît. Parce qu'en relire, je ne suis pas sûr s'il me plaît ou ne me plaît pas. Mais si, quand je me remets à faire l'exercice de recopier, alors je sais que ça me doit plaire, sinon je suis un crétin. Si je recopie des choses qui ne me plaisent pas. Donc, et je le fais 3 fois. Le moment que j'ai fait la troisième réécriture, alors Alors le texte ne vous Envoie. appartient plus. Et c'est ça qui est très intéressant aussi sur le processus littéraire, parce que ça aussi vous en parlez, vous dites que vos mots se mettent en voyage, c'est-à-dire qu'ils sont indépendants. Et que, alors ça d'une part, vous dites ça, et puis d'autre part, vous dites que c'est magnifique quand leur souffle vient apaiser une brûlure. Je vous assure que c'est vous qui l'avez écrit. Hein. Si, Vous si, regardez si. comme... C'est Mais vous, hein. j'ai écrit ça en tant que lecteur et non en tant qu'écrivain. Je ne pense pas que mon écriture a cet effet. Mais les lectures que j'ai faites ont eu cet effet sur moi, parfois. Pas régulièrement. Mais, alors, quels mots ont pansé des plaies, ont calmé des brûlures? Quels écrivains l'ont fait pour vous? Je n'aime pas dénoncer des personnes. Je suis resté un peu réticent comme témoin. J'ai été beaucoup interrogé pour donner des noms dans mon passé. Là, vous parlez de Camus. Je n'ai pas donné de satisfaction à ça. Vous parlez de Camus et de la chute, vous parlez de Rimbaud, dont vous dénoncez, alors en quelque sorte, pour reprendre vos mots, la patience ardente. Ah si, c'est magnifique. Je suis tombé... touché, ému par cette idée que la patience soit ardente. C'est vrai, la patience arrive à être ardente. Et à ce degré d'incandescence se transforme en action, devient en action, l'attente. Et arme les reflets, les met en garde. Donc, si. Je suis... Comme lecteur, je prends des mots qui me secouent et j'essaie d'expliquer pourquoi ça produit cet effet sur moi. Quand je lis des choses qui me regardent, c'est comme si quelqu'un me disait quelque chose de moi qui était déjà de moi, mais qui n'était pas encore arrivé à la surface. Donc c'est une extraction de l'évidence. Et c'est très émouvante, l'impression de la vérité. Parce que la vérité, c'est une émotion. Ce n'est pas une donnée définitive. La vérité dure quelques secondes. Le moment après est évident. Mais l'émotion de la vérité est définitive. S'installe et devient une définition de la vie, de la condition. Quand je me suis trouvé face à Marina Tsvetaeva, qui dit que existe, à côté de l'attraction terrestre, existe l'attraction céleste, dit Marina Tsvetaeva. Alors, là, ce n'est pas une brillante idée littéraire, c'est une évidence, c'est une manifestation physique, d'une loi physique qui existe, des forces en nature qui poussent d'en bas vers le haut. Non. La sémence qui est dans le terrain et qui commence à sortir vers le haut, directement vers le haut. Je suis émerveillé, stupéfait du fait que ce petit bout de vie qui est là-dedans, enterré sous une avalanche de terre, sait de quel côté sortir.
Au lieu de se disperdre pour chercher une sortie, il monte directement dans l'obscurité et dans la pression totale autour, il monte directement vers le haut. Existe cette attraction céleste. Vous êtes un bon jardinier? Je suis un pratiquant ici. J'ai du terrain et je plante des arbres. Et des légumes ou des fruits? J'ai des fruits. Maintenant, j'ai planté des fèves parce que c'est la saison. Mais je ne fais pas je ne suis pas quelqu'un qui exploite le terrain. C'est pour votre propre consommation. Je pose des questions aux arbres. Tu veux être là? Je le pose. Parfois, l'arbre dit oui, répond, il commence à réagir et à enlargir son ombre. Parce que, pour moi, la sensation que j'ai de moi-même est que je suis quelqu'un qui a réussi à agrandir les ombres des arbres sur la terre. Ça, c'est mon produit brut, mon résultat. Parfois, les arbres disent non, ça, cet endroit ne me convient pas. Et ils se refusent complètement. Ou ils restent là, passifs. Ils font la gueule, quoi. Ils sont pas contents. Je m'excuse avec l'arbre. Je le laisse là, mais il n'aime pas l'endroit que je lui ai proposé. Et, si, j'aime les arbres. Et les arbres me donnent aussi de quoi me chauffer, parce qu'ils tombent, ils meurent. Et les arbres ne sont pas très longèves. Il n'y a pas une grande longévité des arbres. Et donc, j'emploie aussi les arbres pour me réchauffer. Est-ce que vous aimez le dessin que Mendini a fait de vous, avec Tumio écrit, c'est-à-dire qu'il y a un petit cœur et puis une légende Tumio, et où finalement c'est un peu un bonhomme à la Giacometti, un peu, tout maigre, et qui est un très beau, enfin, la légende est très belle, le livre est très beau, et Tumio, il se trouve que c'est le titre d'un de vos livres. C'est un titre d'un mon livre, d'un récit. Oui, tous ces dessins m'ont fait réagir, m'ont donné envie de réagir. Au compte de ces dessins, j'ai dit non, ça, le prochain, ça, je ne le veux pas. Non, au compte. Et le fait que je réagissais si vite, il l'agaçait un peu à lui. Parce que le jour même qu'il m'arrivait... Vous lui renvoyez le texte. Si, parce que j'ai recopié. Donc il fallait qu'il redessine une autre fois. Alors j'ai compris que c'était un peu trop pressant sur lui. Alors je faisais attendre. Je faisais passer quelques jours pour lui donner l'idée que je réfléchissais. C'est pas mon gendre. Mais... comment est-ce que, à quel âge à peu près, vous avez une idée de quand vous avez commencé à écrire vraiment, s'il y a eu un début, parce qu'il n'y en a peut-être pas eu, en fait. Il y a eu un début précis. Un début précis, un jour, une heure. 11 ans. À 11 ans. C'était sur les poissons? C'était une histoire sur les poissons? L'histoire des poissons. L'histoire des poissons en contradiction, en esprit de contradiction avec Phèdre, avec les récits des animaux de Phèdre, qui prenaient les animaux et les faisaient devenir des marionnettes des êtres humains. Alors j'avais écrit une histoire d'un poisson qui ne connaissait rien des êtres humains, qui niait l'existence des êtres humains. Et les autres poissons qui disaient qu'il avait vu des êtres humains, ils disaient non, vous avez vu des hallucinations, ils sont des extramarins qui n'existent pas. Mais je ne me souviens pas comment terminer. Pour moi, c'était mon premier... Il est quelque part, ce texte? Non. Il n'a jamais été publié? Non. Il s'est perdu tout de suite. Ah, il s'est perdu? Non, j'ai une il s'est vague perdu. Vous l'avez réminiscence, perdu. hein? Vous l'avez perdu. Il ne s'est pas perdu tout seul. Non, moi je l'ai perdu. Bah, vous je l'avez perds perdu. tout. Hein. Ah, vous perdez tout? Je perds tout. Je me fais des perquisitions régulières, moi. Quand je sors de là, toujours, je perds tout. Vos clés, votre téléphone, Si, tout ça? les clés, les lunettes, tout?
À la maison, chez vous, on lisait des livres? Vos parents avaient des livres? Votre père vous a fait aimer la littérature? Mon père m'a fait trouver une chambre pleine de livres. Avant avant ma naissance, il était déjà prêt. Ma chambre était la chambre des livres de mon père. Ce n'était pas pour moi. Donc j'ai habité dans ce petit couloir des livres de mon père. Donc c'était là. C'était cette magnifique tapisserie. C'était un grand, bon matériel isolant. C'était l'endroit le plus silencieux de la ville de Naples. Donc j'ai aimé avant de commencer à lire, j'aimais ce produit. J'aimais le papier. J'aimais tourner les pages. Mon père achetait des livres en tonce, comme on dit. Des livres qu'il fallait les couper. Ah oui, absolument. Il n'y a plus ça maintenant. Il n'y en a plus. Mais il y avait régulièrement, parce que j'ai l'impression qu'il coûtait moins cher. Je sais pas, j'ai ce souvenir. Et donc, moi, je coupais cher les coupes. Avant même de savoir lire? Hein? Avant même de savoir lire? Si, mais je lui préparais la lecture. Donc. Et alors, c'était comme ça. Les livres, on fait partie de l'ambiance. Je trouve que c'est plus facile comme ça. Hein. Quel rapport vous avez eu avec ce père, justement, dont vous vous êtes un petit peu éloigné, puisque vous êtes parti à un moment donné, parti mais pas fâché, ou j'en sais rien, peut-être fâché, je ne sais pas. Je me suis beaucoup éloigné ici. J'ai quitté la maison de mes parents à 18 ans et je suis plus revenu en arrière. Hier soir, avec des personnes à table, on parlait de certains livres qui nous ont aidés à prendre des décisions. Non? Et on parlait pour moi, un livre qui m'a aidé à prendre la décision de sortir était On the Road, sur la route de Jack Kerouac. Peut-être ça parlait à ce petit côté de mon sang américain, parce que je suis un peu américain. Ma grand-mère était américaine. Et donc, c'est un quart de sang américain s'est perdu dans mes bifurcations sanguines. Ça s'est déjà perdu, donc vous êtes destiné à perdre les choses. Mais parfois, le moment, à 18 ans, il y avait cette réanimation du sang américain. Kerouac m'avait invité à sortir, à aller prendre le chemin de la liberté, qui était un chemin horrible, parce que c'était un désert, la liberté. Ce n'était pas un grand magasin où choisir les vêtements, c'était un désert. Et un désert, la liberté des Hébreux qui sortent de l'esclavage égyptien. Ils traversent la mer Rouge. Et ils se trouvent dans le désert. Ils voudraient même revenir en arrière, mais les eaux se renferment, comme une porte qui se renferme aux épaules. Quand on sort vers la liberté, on ne peut pas revenir en arrière. Et donc, c'est ce désert. Il marche dans ce désert pour 40 ans. Si on regarde les étapes d'Israël dans le désert, la quarantaine d'étapes d'Israël dans le désert, c'est le zigzag d'un ivrogne qui ne trouve pas la vie de la maison, sa maison. Avant en arrière. C'est ça la liberté. C'est s'introduire dans un désert avec ce sentiment ce désir de revenir vers l'esclavage. Je n'ai jamais eu ce désir de revenir vers l'esclavage, de revenir en arrière. Vous avez même fait tout le contraire. C'était coupé, oui. Pour moi, mes décisions étaient toujours à sens unique, sans possibilité de les retirer. Mais je pense que ça,
c'est la réalité de toute notre action. Les actions qu'on fait ne sont pas rétrahibles. Non, on ne les peut pas. C'est irréversible. Réversibles, sont irréversibles. Mais pourquoi est-ce que... Parce que j'imagine que ça a correspondu à un choix chez vous, tout en écrivant, parce que après l'histoire des poissons, vous avez peut-être arrêté un peu d'écrire, mais vous avez recommencé assez vite, assez jeune, vers 20 ans, ou un truc comme ça. Vous auriez pu passer votre temps à écrire exclusivement à ça. On a bien compris que je crois que votre père aurait bien aimé que vous soyez diplomate, c'est ça? Mais oui, heureusement que vous n'avez pas été diplomate. Je pense qu'effectivement, c'est mieux comme ça. Mais pourquoi le choix des métiers que vous avez pratiqués, qui étaient, vous disiez tout à l'heure, vous avez été maçon, vous avez été manutentionnaire, vous avez vraiment voulu être les mains dans le cambouis? Non, quand je suis parti à 18 ans, je me suis trouvé seul, mais contemporainement, j'étais dans les rues il y avait dans les rues une génération, ma génération, qui était déjà mobilité dans les rues. Et donc j'ai fait partie, j'ai adhéré à cette génération révolutionnaire qui était la mienne. Vous avez créé un mouvement? Hein? Vous avez créé un mouvement? J'ai adhéré à un mouvement. Adhéré? Oui, j'ai adhéré à un mouvement qui s'appelle Lotta Continua. Et j'ai fait partie de cette organisation pour toute ma jeunesse, pour toutes les années de la jeunesse, jusqu'à presque 30 ans. Et donc, à la fin, quand c'est tout dissous, cette communauté que j'avais, dans laquelle j'avais passé toute la grande partie de ma vie, je n'avais aucune autre possibilité. Je n'avais pas même jamais fait un examen à l'université, jamais inscrit à l'université. Mais pourquoi? Parce que j'étais engagé dans vous n'auriez pas pu faire les deux? Non. J'étais un militant révolutionnaire à temps entier. Et si, on parlait comme ça, on disait comme ça. C'était comme ça. Et donc, à la fin, je me suis trouvé à être à côté de ceux avec lesquels j'avais fait toutes ces années de vie politique de base, étaient les ouvriers. Et donc, j'ai fait ce métier-là, j'ai commencé à faire ce métier. Ce n'était pas un choix, c'était la seule chose que je pouvais faire. Et je l'ai continué à faire par nécessité, non par choix. Donc, j'avais à ma faveur le fait que j'avais quelque chose qui absorbait complètement ma vie dans le travail. J'avais les livres, j'étais un lecteur. Et j'avais aussi, je me tenais aussi compagnie avec l'écriture. Ça a été la meilleure compagnie que je me suis tenue. Mais est-ce que vous pensiez déjà qu'un jour, peut-être, en publiant, vous auriez beaucoup de succès? Non. Non, parce que j'écrivais et j'écris toujours des choses qui regardent moi-même. Ma vie, je ne suis pas un romancier qui invente des histoires, des personnages, qui les fait agir. Non, je recopie les personnes que j'ai rencontrées, des souvenirs que j'ai eus, la vie que j'ai connue. Et donc, je suis plutôt un rédacteur d'histoire. Vous êtes un moissonneur d'histoire? Moissonneur, non, mais parce que c'était pas mien le champ à moissonner. C'est le champ de quelqu'un d'autre, c'est le champ de la vie. Je suis quelqu'un qui vient après, à recueillir ce qui est... Les moissonneurs ont déjà faussé. La récolte, non, la dernière récolte, je ne sais pas comment ça s'appelle. En italien... Les glaneurs, oui, les glaneurs. Oui, la glaneur. Oui, vous glanez. Vous avez vu Les glaneurs d'Agnès Varda, le film? Non. Allez le voir, je suis sûre que ça vous plaira. Et je ne vais pas vous n'allez pas beaucoup trop au cinéma? Non, parce que je reste à la maison, je dors très tôt le soir. Bah oui, mais vous pouvez. Je me lève très tôt le matin, sont fermés les cinémas. Mais vous pouvez le voir maintenant, on peut voir des films chez soi. Je vous assure, ça vous plaira énormément. Non, j'ai une télévision qui donne des films, mais les films qui veulent la télévision, qui mandent la télévision. Il n'y a peut-être pas les glaneurs d'Agnès Varda à la RAI. Hein. Je profite de ce qu'ils décident de me faire voir. Si me plaît, je reste, sinon passe.
Il y a un très beau dessin, il y a un très beau texte. C'est le portrait de ma main gauche, ça c'est le dessin de Mendini. Et vous me permettrez de lire un extrait de ce que vous avez écrit. Ma main gauche, c'est bien ce que fait la droite. À force de travailler longtemps avec le marteau et le burin, les coups imprécis de la main droite sont tombés sur la gauche. Elle n'est pas innocente pour autant. Sa complicité est prouvée dans chaque action exécutée par la droite. Quand je les croise, au moment où je me repose, quand elles frappent ensemble les claques d'un applaudissement, elles ont l'air jumelles. Il n'en est rien. La gauche ne sait pas écrire. Je ne lui ai pas appris. Je suis coupable d'avoir une main analphabète qui est la servante de l'autre, en tenant la carte postale envoyée d'un voyage, la feuille d'une lettre d'amour. Je ne les ai pas gardées souvent dans mes poches. Quand je ne les ai pas occupées à des travaux manuels, je les ai mises sur des parois dressées vers le ciel et elles ont avancé en tirant derrière elles le reste de mon corps jusqu'au sommet. Quand je serre une main pour dire bonjour, je ne la serre pas. Mais si je sens qu'elle est large, rugueuse, épaisse, alors oui. La gauche attend, un pas en arrière, une main de service sans accès à la cordialité. Et puis vous finissez avec cette phrase, dans un de ses poèmes, Dylan Thomas a écrit que les mains ne versent pas de larmes. C'est vrai, mais elles peuvent les essuyer. C'est beau. Elles vous ont beaucoup servi, justement, ces mains, dans votre travail. Oui. Et donc, pour moi, la main, ce n'est pas un outil. Un outil pour écrire. Non? Mais c'est le directeur d'orchestre de l'écriture que je fais. Ça veut dire que mon récit, mes phrases vont à la lenteur de la main. Et quand j'étais plus jeune, alors je me fâchais contre la lenteur de la main. Parce que j'avais toutes des idées, des images qui pressaient. Non? Et après, et ça, c'est toute écriture que j'ai perdue, évidemment, parce que je ne regarde pas les choses comme ça. Mais quand j'ai commencé à respecter la main, la lenteur de la main, là, j'ai commencé à respecter mon écriture. C'était toujours un moment de bonheur pour moi, dans une journée de travail. Donc, c'était que ce petit bout de temps sauvé d'une journée prise et vendue. À travers ma force ouvrière qui vidait toutes mes énergies, parce que je ne m'épargnais pas sur le travail. Mais c'était la possibilité d'écrire une page, une demi-page, qui m'était tournée dans la tête pendant que je faisais le travail. Ça me donnait comme la sensation de faire quelque chose pour moi, un petit temps sauvé qui avait aussi la force d'être à contrepoids de tout le reste. Donc pour moi, mon écriture a été toujours le contraire du mot travail. A été toujours le contraire parce que c'était la possibilité d'arracher à la journée un morceau. Un morceau de grâce, en quelque sorte. Sauvé. Mais est-ce que ça vous a aidé à vous connaître, d'écrire? Non, parce que je ne suis pas intéressé à me connaître. Je suis intéressé à connaître les autres. Voilà, parce que connais-toi toi-même, vous reprenez l'injonction, ou en tout cas le conseil de Socrate dans le livre, et vous dites non, je ne veux pas me connaître moi-même. D'abord, connais toi-même. C'était inscrit sur le front du temple d'Elphes, d'Apollo à Delphes. Et ça veut dire, fais attention à toi qui es, à ton poids, à ta présence. Qui es-tu pour entrer dans la maison du Dieu? Donc, c'était un acte d'humilité demandé. Socrate l'a transformé dans un acte de puissance. Non, connais toi-même. Quelle exagération. À fur et à mesure que j'avance dans les années,
les moi-même se sont multipliés. Je suis devenu très nombreux. C'est une foule. Et autre à moi, il y a toute la foule des absents, ceux qui n'existent plus, et qui se retrouvent dans moi, et qui habitent dans moi, et qui ont leur espace, et qui décident souvent d'intervenir. Et comment est l'intervention? À travers un bout de mémoire. Dès que j'oublie tout, alors il y a ces absents qui me donnent un bout de mémoire. Alors je suis ému par ce coup de grâce de la mémoire. Et pour faire durer le temps de cette mémoire, je l'écris. Je commence à l'écrire. Et comme ça, je suis à nouveau avec ces personnes. Donc toute mon écriture est une écriture qui vient de suggestions de cette foule qui est à l'intérieur et qui ne me permet pas de me connaître, me permet de m'ignorer, de m'éviter. Je fais l'air espace avec l'écriture et je me retire. Des identités multiples, donc, apparemment, c'est ce dont vous venez de parler, à un moment où c'est tellement difficile de parler, où on veut assigner les uns et les autres à une identité, non? Vous ne trouvez pas? On veut nous donner, c'est presque une identité quasiment génétique parfois qu'on voudrait nous l'identité, c'est quelque chose qui regarde pour moi un acte administratif. Je dois répondre d'une seule identité. Je ne peux pas dire que je suis une foule parce que le système anagraphique tomberait malade. Donc, pour moi, l'identité est ce qui est écrit sur un papier. C'est la fin de l'identité pour moi. Chacun de nous est une multiplicité. Ce n'est pas très intéressant, l'identité, au fond. L'identité, c'est pour passer, pour voyager. Les frontières. C'est un acte, c'est un mot administratif pour moi, l'identité. Je regarde l'heure parce que si on prend trop de temps, on va se faire gronder, parce que je voudrais qu'on passe un petit peu de temps, si vous en êtes d'accord, et vous, j'imagine que ça vous intéressera aussi, à parler d'une question qui nous préoccupe, qui nous attriste et qui nous met dans un état d'effroi total, c'est la guerre en Ukraine. Il se trouve, et je ne dévoile pas de secret, puisque vous avez écrit pour le journal Le Monde en revenant, vous êtes allé avec une ONG, vous êtes allé en Ukraine, vous avez fait d'autres voyages auparavant, vous avez convoyé un certain nombre de camions, etc. Mais là, vous êtes allé avec une ONG. Qu'est-ce que vous avez vu quand vous êtes arrivé là-bas? Et c'était à quel moment exactement? Il y a des semaines. Mais je suis allé à la frontière, c'est passé en Ukraine à travers la frontière roumaine. Et donc il y a un fleuve qui sépare la Roumanie de l'Ukraine. C'est juste un pont donc, qui relie les deux pays, en quelque sorte. Un fleuve, il y a un pont, c'est un terrain vide, un terrain de personnes, parce que la frontière est d'un côté et l'autre frontière est de l'autre côté. Et ce pont était plein de jouets. Quelqu'un avait mis par terre sur le... Des jouets d'enfants? Des jouets d'enfants. Pour accueillir de cette manière les enfants qui arrivaient de l'Ukraine. Et dès qu'il avait déjà nommé le pont des jouets. Et que les enfants ukrainiens laissent là, ne l'emportent pas. Mais lui donne l'impression d'entrer dans un pays des jouets. Et donc c'était une idée d'accueil qui se précisait du côté roumain, parce qu'il y avait un accueil très efficace pour les femmes. Ils sont immédiatement accueillis, sont immédiatement logés quelque part, ou déjà organisés pour les voyages, pour les mettre sur des
pullman, des bus qui les amènent dans leur destination provisoire. Mais quand je suis entré en Ukraine, j'ai trouvé une organisation. Il y avait des institutions scolaires, des bâtiments d'école transformés, les salles d'études étaient transformées en logements. Et donc il y avait les femmes là qui venaient de Mariupol, de Kiev, de Irpin, et qui étaient là parce qu'ils voulaient rester en Ukraine. Et j'ai vu une organisation très efficace et j'ai vu une calme, une dignité. Et tous ces enfants qui se trouvaient ensemble et qui étaient normalement gays, non, et jouaient, mais qui étaient prêts à répondre à un appel comme des petits soldats. J'ai vu un format de combat de l'arrière-front. De comment un peuple se transforme et devient un peuple. Parce que nous sommes des personnes qui partagent une communauté, mais chacun pour soi. Mais il y a un moment où des conditions extrêmes nous forcent à réagir comme une entité unique. Et alors il y a cette transformation des personnes en format peuple. J'ai vu ça. J'ai compris que ce format peuple qui a réagi à l'invasion et qui était complètement imprévu jusqu'au moment avant, était invincible. Invincible, c'est-à-dire que moralement... Mais aussi pratiquement. Oui, mais même s'il n'y a pas de victoire militaire, l'Ukraine a gagné sur ce plan-là, sur ce terrain-là. A réagi avec un format d'unité et de patriotisme qui n'existait avant. Et tout le milieu philo-russe qui était vaste en Ukraine, vaste et puissant, est complètement passé dans la résistance contre l'invasion. Non, il y a eu aussi des changements de force sur le plan militaire, parce qu'il y a eu ils se sont retirés, l'armée russe. Et les massacres qu'on voit, les massacres sont faits par des armées qui se retirent. Sont faits des armées qui se retirent et qui savent qu'ils ne pourront jamais revenir là. Ce sont des massacres par rétorsion, par rage, par colère. Ils tirent sur n'importe qui arrive en vue. Mais ce sont des massacres qui dénoncent la faiblesse. C'est une armée qui se retire qui fait les massacres. Donc les rapports de force sur le terrain militaire se sont plutôt, sinon renversés, équilibrés. Et le fait, par exemple, qu'il y a une grande force contre-aérienne empêche l'incursion, l'emploi de l'aviation russe, qui peut tout simplement envoyer des missiles qui sont très coûteux et peu efficaces. Mais l'aviation, la possibilité de bombarder à tapis avec beaucoup d'efficacité une zone, est interdite à travers cette force contre-aérienne. Et toutes les destructions sont des destructions d'artillerie de terre, sont faites par l'artillerie de terre. Donc il y a un équilibre maintenant entre les forces. Et la seule possibilité de paix pour moi, c'est que l'équilibre arrive à une condition d'impossibilité de surmonter l'un l'autre. Quand sur le terrain, les rapports de force s'égalisent, alors là, il y a que traiter une sortie, une condition finale.
C'est plutôt rassurant ce que vous nous dites dans l'horreur. Ça veut dire qu'il peut y avoir une solution autre que je ne sais pas, qu'une guerre nucléaire, que des milliers de morts encore et encore, et qu'une guerre qui s'éternise. Il y a toujours une solution parce que les guerres finissent toutes. Toutes les guerres finissent. Et, donc, même celle-ci finir, à la finir. J'exclus la possibilité de l'emploi même sur petite échelle de l'arme nucléaire, parce que ça est une déclaration de guerre nucléaire. Parce qu'évidemment, regarde aussi les pays à côté, des frontières, qui sont des pays de l'OTAN. L'OTAN, ce n'est pas une organisation, dans ce moment, est quelque chose qui sert à empêcher que la guerre dilague dans les frontières, au-delà de la frontière ukrainienne. Ce qui est en guerre maintenant est l'Europe. L'Europe. L'Europe est devenue Mais là aussi, vous disiez que les Ukrainiens ont fait peuple. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de cet ordre-là en Europe? Vous aviez écrit, vous avez écrit un texte très intéressant que je vous recommande de lire chez Gallimard. C'était dans la collection Tract. Vous avez écrit des choses tout à fait passionnantes sur ça. Est-ce que maintenant, là où on avait peut-être une Europe plus administrative, est-ce qu'on peut avoir une Europe plus charnelle avec ce qui arrive? Plus, je sais pas. C'est passé comme ça. C'est passé comme ça. Le moment où il y a eu l'invasion, les données qui étaient à la base de l'invasion étaient assez claires. L'Europe était une expression économique qui n'avait pas réagi à l'occupation de la Crimée, n'avait pas réagi à la déclaration unilatérale d'indépendance des républiques du Donbass. La donnée était que l'Europe on pouvait faire arriver à Kiev triomphale, régler la situation. Donc Poutine a pensé qu'il pourrait faire en Ukraine ce qu'il a fait en Crimée, c'est-à-dire si, parce que la donnée était celle. Mais toutes ces données sont vraies jusqu'à preuve contraire. Tout à coup, l'Europe a réagi et c'est passé d'un jour à l'autre. Une normale expression économique de l'intérêt commun des finances européennes à une expression politique. A réagi avec tous les moyens possibles, en considérant l'Ukraine une part de la culture et de l'entité européenne. Et donc a réagi comme une unique force, a réuni avec les sanctions, avec la fourniture d'équipements militaires. Et le fait est que maintenant, nous sommes déjà dans une économie de guerre. Parce que l'inflation monte et l'approvisionnement d'énergie devrait être rationné. Ça, ce sont les caractéristiques d'une économie de guerre. Et est-ce que politiquement, ça peut aussi changer quelque chose sur le plan des équilibres? Par exemple, l'Italie, qui depuis le départ de Merkel semblait se rapprocher plus de la France pour peut-être contrebalancer le poids allemand. Est-ce que tout ça va se répartir, selon vous, un peu autrement, en fonction des peuples? Non. C'est la fin de la diplomatie entre Européens. L'Europe, maintenant, agit comme un seul corps politique. Vous n'ignorez pas qu'il y a une... D'abord, je voulais quand même dire une chose, parce que je vous remercie beaucoup d'avoir parlé tranquillement de ce sujet, parce que c'est pas évident. Et d'ailleurs, dans l'article du Monde, vous disiez vous-même l'état de stupéfaction qui était le vôtre en rentrant chez vous, et que vous avez dit aussi que finalement vous aviez compris votre père qui, des années plus tard, qui lui ne voulait pas parler de la guerre. Quand on a assisté à des scènes de guerre, ou quand on a vu un pays en guerre et des gens qui en souffraient, c'est très difficile d'en parler, en fait. C'est presque intransmissible. Bon, j'avais déjà fait, dans les années 90,
beaucoup des dizaines de voyages comme chauffeur dans la guerre de Bosnie avec des autres organisations de bénévoles. Donc là, j'étais déjà entré dans la guerre. Dans l'intérieur d'une guerre très minutieuse, très efficace quant à destruction. Mais la règle de notre espèce humaine est qu'après les catastrophes que nous-mêmes procurons, il y a toujours la parole qui sort de la souffrance. Il y a toujours la volonté de dire. Mon éducation sentimentale, ça veut dire des sentiments comme la compassion, la colère, me sont entrés dans l'ouïe à travers l'écoute des récits des personnes de Naples qui me parlaient de la guerre, qui parlaient entre eux de la guerre et de la destruction. Ils ne parlaient pas aux gamins, mais ils nous envoyaient hors de la chambre. Ils avaient oublié que vous aviez des oreilles. Mais il avait oublié que les murs faits de touffes ne sont pas des compartiments. Non, le touffe, c'est un matériel cordial. Il ne veut pas séparer, il met en connexion les personnes. Mm-hmm. C'est pour ça qu'à Naples, tout le monde sait tout ce qui se passe. Mais pas parce qu'il écoute, parce que le touffe transmet. C'est un système acoustique de la ville entière. Et donc, ces récits, il disait les histoires, il les disait, il les redisait, il répétait. Et à fur et à mesure de les redire, il pouvait les réduire, les transformer en compte rendu. Transformer la tragédie en compte rendu. Mais ça, c'est une chose que l'humanité a toujours fait. Depuis Homère, non? Il y a la guerre de Troie, cette grande destruction. Mais Homère commence à dire « chante ». Ma déesse lit la colère funeste d'Achille, non, chante, transforme en chant. Ouais. Et la plus grande destruction qui s'est produite en Europe, la destruction des Juifs d'Europe, a eu comme sommet littéraire un poème qui s'appelle « Chant du peuple juif mis à mort » de Itzhak Katzenelson. Qui est la chose pour laquelle j'ai voulu apprendre le yiddish pour le traduire, ce chant, qui était déjà traduit en italien, mais mal, selon moi. Et donc, je l'ai... Et combien de langues vous parlez? Parce que vous parlez le russe aussi. Non, je me tais dans toutes les langues du monde. Mais je peux lire quelques langues, mais je ne parle pas. C'est déjà bien de pouvoir les lire. Quelle langue vous lisez? Le russe? Les Russes, alors, on ne va pas vous demander de dénoncer des auteurs des auteurs russes. Oui, mais je l'ai dénoncé tout récemment parce que je voulais expliquer le fait que des grands écrivains et ukrainiens ont toujours écrit en russe. Non? Gogol, Bulgakov, Babel. Babel, vous l'aimez particulièrement, lui? Hein? Vous l'aimez particulièrement, Babel? Babel, je l'aime particulièrement parce que Napoli et Odessa, c'est la même chose. Ce sont liés, sont des villes avec le même climat, les mêmes bandits, c'était une ville. Les mêmes marins. Donc en plus, à Odessa, a été écrite la musique du O Sole Mio. A été écrite à Odessa. Non, voilà, là, c'est une question personnelle. Mais le plus grand de tous, les écrivains du XXe siècle russes, c'est Vassili Grossman. Vassili Grossman de Berdichev, un village d'Ukraine. Donc, je peux le dénoncer parce qu'ils démontrent que cette guerre était une guerre intimement fratricide, plus que les autres guerres, plus fratricide encore que les autres guerres. Fratricide à la manière de Caïn et Abel, qui étaient frères de sang. Ils sont frères de sang, les Ukrainiens et les Russes. C'est vraiment une tragédie. C'est une tragédie plus acharnée de celle d'une guerre pour deux. Il y a un vers de Brodsky, Joseph Brodsky, c'est un poète russe, qui dit que au monde n'existe pas des causes, existent seulement les effets.
Ça, c'est une chose qui nous semble curieuse, non? Nous pensons que les événements ont toujours quelque chose qui les a déterminés, précédés avec des causes. Mais quand on se trouve face à l'effet guerre, quelle importance peuvent avoir les causes? Les causes se réduisent à prétexte quand tu vois l'effet majeur et catastrophique de la manifestation de la guerre et de la destruction. Les causes, qu'est-ce que sont les causes? Qu'est-ce que peut justifier, peut être à l'auteur de la destruction? Quelle cause peut être à l'auteur de la destruction? La même chose pour moi et pour l'amour. Non? Des personnes se rencontrent et de là parlent leur sentiment, quel est le sentiment le plus fort qui existe en nature. Quelle est la cause de ce sentiment? Certainement ne peut pas être l'occasion qu'ils se sont rencontrés dans une bibliothèque, dans un bar, dans un bazar, non? L'amour, c'est l'effet sans cause. C'est comme ça. Et l'amour, ça apprend. Je me permets de vous demander ça parce qu'il y a un chagrin d'amour. Vous aviez une trentaine d'années, je crois, qui vous a bien sonné, mais qui vous a appris beaucoup de choses de la vie. Ou je me trompe? Non, il m'a appris curieusement le fait que je n'étais pas jaloux. Et je me demandais, mais pourquoi je ne suis pas jaloux? Parce que c'était une chose, une évidence qui prétendait, qui exigeait que je fasse ma jalousie. Et après, j'ai pensé, mais comment pouvais-je souffrir à cette femme? Je n'étais pas à l'auteur de remplir la vie de cette femme. C'était pour ça, mais ce n'était pas un raisonnement, c'était une évidence. C'était déjà dans moi. Je l'ai dû faire sortir à la surface des mots. Mais il était là déjà. Mon incapacité de souffrir. Donc vous avez compris que cette femme tourne la tête d'un autre, ne vous regarde pas vous uniquement, mais tourne la tête un peu de côté, parce que vous vous êtes dit finalement je ne peux pas lui suffire. Oui, mais ça m'a fait comprendre que les choses qu'elle cherchait chez un autre étaient des choses que je ne pouvais jamais donner. Par contre, les choses que j'avais échangées avec elle, elle ne les pouvait trouver nulle part. Donc, j'avais une espèce d'égalisation sur ça, non? Et l'exclusivité ne me manquait pas. Mais c'était une exclusivité limitée. Alors, je voudrais, puisque je crois que je vois l'heure qui tourne, il faut quand même que vous ayez le temps de pouvoir parler tout à l'heure avec les uns et les autres qui êtes là. Je voudrais à nouveau... Voilà. Alors, entre les lunettes et le micro, voilà. Je voudrais à nouveau lire un extrait de ce livre, parce que je le trouve particulièrement bien adapté à aujourd'hui. Donc, vous commencez ce texte-là en disant « Je suis un moissonneur d'histoire, et ce depuis l'enfance. Ça n'a pas été une vocation. » Vous parlez aussi du vacarme de la ville, etc. Vous parlez de l'ouïe, de la vue, qui était un sens mineur, capable de voir seulement devant soi, etc. etc. Et puis vous finissez ce texte en disant « Aujourd'hui, je me trouve dans des salles où des personnes viennent pour écouter. » N'est-ce pas le cas ce soir? Elles sont sorties de chez elles, ont délaissé leurs occupations pour arriver à l'heure au rendez-vous avec moi. Je sens la responsabilité disproportionnée de répondre à leur attente. Je vois leurs yeux, mais je sais que c'est une assemblée d'oreilles. Les yeux sont seulement posés dans une direction, alors que l'ouïe accueille la voix d'un récit à vent. Leurs yeux imaginent ce que l'ouïe entend. À la fin de la rencontre, quelqu'un demande une photo avec moi. J'accepte à ce moment-là, nous prenons congé et je retrouve ma place habituelle d'homme silencieux, les yeux ouverts. C'est ça que vous êtes, un homme silencieux, les yeux ouverts, Eric De Luca? Oui, à intermittence, l'ouverture des yeux. Mais... Vous êtes le seul napolitain silencieux, alors? Oui, mais parce que j'avais les livres. Je suis grandi parmi les livres, et alors les livres étaient silencieux. Les livres étaient les plus silencieux de tout. Il y avait toute une histoire et un monde muet, complètement muet. En italien, que c'était une langue paisible, et aimable, parce que c'était une langue qui ne hurlait pas. Dans les livres, il était complètement tranquille.
Donc j'ai aimé l'italien pour ça. Ma langue mère est le napolitain. C'est ma langue, c'est la langue que je parle avec moi-même quand je suis seul. Et je me fâche contre moi-même, alors je m'insulte en napolitain. Et qu'est-ce que vous vous dites? Ça donne quoi, une insulte en napolitain dans la tête d'Eric De Luca? Ce sont des choses très privées. Oh, un tout petit peu, juste un exemple. Mais c'est une recommandation pour ceux qui me veulent insulter. Ils doivent m'insulter en napolitain. Parce qu'en italien, ne me fait rien. Merci beaucoup, Eric De Luca. Merci de cette rencontre. Merci beaucoup.